Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Un regrettable incident ou un nouveau coup de canif dans le mythe de la mondialisation heureuse. Le mardi 23 mars, un porte-conteneur géant, l'Ever Given, s'échouait au beau milieu du canal de Suez, coupant ainsi pour plusieurs jours l'une des voies principales du commerce international de marchandises. Des images spectaculaires qui en réalité pourraient en dire long sur la fragilité d'un système économique globalisé où la circulation de biens essentiels produits à l'autre bout du monde peut se retrouver paralysée du jour au lendemain. Alors, quelles seront les conséquences de cet incident ? Faut-il y voir un avertissement quant au risque que la mondialisation des échanges fait courir à nos États ? Quelles leçons politiques pouvons-nous en tirer ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est l'une des plus grandes routes maritimes de la planète. Cela fait plusieurs jours maintenant que le canal de Suez est bloqué par un porte-conteneur gigantesque qui s'est mis en travers. Cela pourrait encore durer des jours, voire des semaines. Le coût du blocage est vertigineux, 400 millions de dollars par heure. Et derrière, tous les petits points lumineux qui apparaissent, ce sont les bateaux qui transportent les marchandises et qui sont donc bloqués derrière. À l'intérieur de ces bateaux, 130 000 moutons, du pétrole, des meubles en kit Ikea, du thé, des consoles. Au point, Pierre, qu'on va avoir on l'a entendu, des pénuries de certains produits. Oui, alors, ponctuellement en tout cas, ça va dépendre du rythme auquel on va pouvoir rétablir le trafic, mais on peut prendre l'exemple des consoles de jeux de Sony ou de Microsoft. No, God, please, no, no! No! Vous avez aujourd'hui près de 400 bateaux, 369 aux dernières nouvelles, qui attendent leur tour pour pouvoir passer. Or, la capacité maximale du canal de Suez, c'est 106 navires par jour. Tous ces bateaux qui ont été bloqués vont arriver d'un coup dans les ports européens qui ne vont évidemment pas pouvoir tous les accueillir en même temps. Donc il va y avoir de nouveaux embouteillages, si je puis dire, au large de Rotterdam, d'Anvers, de Marseille. Vous avez une bonne partie de ces navires qui ont été bloqués, qui étaient en fait attendus dans les prochains jours dans les ports d'Asie. Ils ont pris du retard et on les attend dans les ports d'Asie pour faire de nouvelles livraisons. Donc vous voyez, on a des goulots d'étranglement comme ça qui se multiplient. Le porte-conteneur s'est échoué accidentellement, probablement après une rafale de vent. Dans le jargon économique, on appelle cela un signe noir, un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se produire, mais qui, s'il arrive, a des conséquences considérables. Dans le cas présent, une banale tempête de sable qui provoque la dérive d'un cargo, comme il en passe des milliers tous les jours, lequel se retrouve à bloquer entièrement la principale voie navigable entre l'Asie et l'Europe, par laquelle transite plus de 10% du commerce mondial. Un incident qui, bien sûr, aurait pu être bien plus grave. Déjà parce que s'il risque de détruire un certain nombre d'emplois, il n'a pas fait de victimes humaines directes. Mais aussi parce qu'a priori, il n'a pas provoqué de dommages au canal, le rendant à long terme impraticable. Pour autant, il ne sera pas sans conséquences. Ainsi, sans compter le temps nécessaire au retour à la normale du trafic, on estime que chacun des 7 jours nécessaires à la remise à flot de l'Ever Given a coûté entre 6 et 10 milliards de dollars à l'économie mondiale. Certains pays, comme la Syrie, ont dû organiser le rationnement des carburants face au retard pris dans les livraisons de pétrole. Et en Europe, c'est principalement sur le marché des produits à haute valeur technologique que les inquiétudes se sont exprimées, alors que l'immense majorité de nos smartphones ou de nos ordinateurs est aujourd'hui produite en Asie. Et on touche là au problème central dans cette affaire, c'est qu'un certain nombre de biens que nous consommons aujourd'hui ne sont plus produits pour des raisons de rentabilité qu'en Chine ou en Asie du Sud-Est et importés sur notre sol via ces porte-conteneurs géants. Et ce, pas uniquement comme c'était le cas il y a 20 ans sur des produits manufacturés bas de gamme, mais aussi désormais sur des technologies de pointe, des produits innovants ou de luxe nécessitant un savoir-faire important, dont l'acquisition a été très largement permise par la délocalisation d'unités entières de recherche et de développement, voire même des produits absolument essentiels, tels que les principes actifs de la plupart de nos médicaments. Un sujet auquel nous avions d'ailleurs consacré une vidéo entière il y a près de 2 ans, dont on vous met le lien en dessous de celle-ci. Entre 2008 et 2014, le nombre de ces ruptures d'approvisionnement a été multiplié par 10. Il y a 30 ans, 80% des matières premières étaient produites en Europe, aujourd'hui à peine 20%. Une situation qui, il faut bien le préciser, ne s'est pas imposée d'elle-même, pas naturellement. Au contraire, elle est le produit d'un ensemble de décisions politiques traduites en traités internationaux et en lois qui, au fil des décennies, ont affaibli les dispositifs protégeant les économies nationales et favorisé la délocalisation de la production. Cette ouverture au monde était alors présentée par ses promoteurs comme le summum de la modernité.
Et ce, encore récemment, puisqu'il y a à peine 10 ans, l'économiste Julia Cagé pouvait encore se fendre d'une tribune appelant à accroître la désindustrialisation du pays au profit de la Chine. La France n'est plus une championne de l'industrie, on le sait, mais elle est la championne des délocalisations et le pays le plus désindustrialisé du G7. Le symbole d'une industrie française qui a perdu 500 000 emplois depuis l'an 2000, 2 millions depuis 1980. Et sa part dans la richesse nationale a diminué de 24 à 14%. Un virage pris par de nombreuses sociétés dans les années 90, comme Alcatel, où le patron de l'époque annonce dans la presse la fermeture d'une centaine de sites de production en France et dit rêver d'une entreprise sans usine. Quelques mois plus tard, il enfonce le clou. J'ai dit tout haut ce que la plupart des industriels du secteur font ou pensent tout bas. Voilà, regardez cet appareil. C'est l'exemple type de produit qui jusqu'à présent a été fabriqué dans Alcatel et qui va être externalisé. Fermer un site comme le nôtre qui a beaucoup de compétences, qui a un savoir-faire qui ne doit pas être très répandu en France, même en Europe, c'est vraiment dommage, quoi. Depuis 25 ans, la France est un des rares pays à avoir fait le choix implicite d'une économie sans industrie. C'est-à-dire qu'une grande partie de nos élites politiques et financières formées dans les meilleures écoles nous ont expliqué pendant 3 décennies qu'il fallait d'abord rentrer dans la société post-industrielle. Ça, c'était les années 80. L'industrie était encore assimilée à Charlie Chaplin au temps moderne, ce qui montre la vision prospective de nos élites, alors que les usines déjà se miniaturisaient, les produits se transformaient. Dans les années 90, souvenez-vous, ce nouveau mythe qui nous venait des jeunes traders de Wall Street qui nous parlait de la nouvelle économie. Donc la nouvelle économie, c'est évidemment Internet et la finance. On a vu où ça nous a mené en 2006 avec la crise de la finance, qui vient d'ailleurs pour moi de la désindustrialisation américaine, où on a compensé en fait la baisse de pouvoir d'achat par un surendettement absolument colossal. Et puis bien sûr le Internet qui par ailleurs est important, mais Internet joue un rôle d'autant plus important qu'il a comme débouché des entreprises. Et puis depuis le début des années 2000, ce mythe de l'entreprise sans usine lancé par un grand patron, par un patron d'un grand groupe français. Serge Tchurek. En 2013, la France se réinvente. Je veux faire de la réindustrialisation une priorité. Elle se réinvente avec chaque Français. Elle rassemble ses travailleurs, ses entrepreneurs. Et c'est là où je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que la France n'avait pas du tout eu de politique industrielle ces dernières années. Je pense qu'elle en a eu. Elle en a eu avec les pôles de compétitivité. Elle en a eu avec le crédit impôt recherche. Mais ça a été très mal fait, en fait. Il y a eu des mesures en faveur de l'industrie. Une addition de mesures ne fait pas une stratégie. Le problème aujourd'hui dans la mondialisation... Enfin, on ne va pas faire de la planification industrielle quand même. Je parle de stratégie, Julia, je ne parle pas de planification. Alors justement, j'aimerais entendre Marc Chevalier sur ce sujet, parce que c'est vrai que ce qui ressort... Attendez, Jean-Louis Lévy. C'est de la planification. Oui, la part de l'emploi industriel dans l'emploi total est en train de baisser. Oui, la France est en train de se désindustrialiser. Mais non, ce n'est pas grave. En fait, c'est tant mieux. Vive la désindustrialisation. C'est pas mal. C'est un extrait de ce que vous signez. Dans son esprit, un tel mouvement allait permettre de nous concentrer sur l'innovation et de développer des emplois de pointe, là où l'Asie deviendrait notre principale plateforme de production et d'assemblage. Mais depuis, cette utopie s'est heurtée à la réalité. Et pendant que la France démantelait ses unités de production et détruisait ses emplois, les pays que l'on appelait alors émergents, eux, développaient leur savoir-faire en parallèle de leur industrie, n'hésitant pas pour cela à s'appuyer sur les protections douanières et autres investissements d'État, considérés ici comme le comble de la ringardise. Un choix qui, par exemple, permet aujourd'hui à la Chine de se poser en leader sur une technologie comme la 5G. La Chine n'est plus seulement l'atelier du monde. L'empire du milieu fait désormais la course en tête dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies. Ici, nous avons une chaîne complète pour produire de l'électronique, que ce soit le design, la recherche et le développement ou la fabrication. Ici, c'est peut-être aussi le meilleur endroit pour développer des logiciels. Toutes les étapes de production se passent ici. La plupart des brevets déposés par Apple, il y a un financement public de l'armée américaine ou
différentes institutions de recherche. J'étais chez Apple juste pour travailler à nouveau avec mon pote Adam. On est arrivés ensemble en fait dans la vallée, on était à Stanford ensemble. Le tout premier brevet de The Assistant qui date de 1997, déposé par Stanford Research, donc qui était notre labo de l'époque. L'exemple de Siri, c'est intéressant parce que vraiment c'est quelque chose qui a été développé en lien avec l'armée américaine à l'université de Stanford. Puis il y a eu une start-up qui a été créée, qui est sortie de l'université, puis finalement qui a été réappropriée par l'entreprise. Mais c'est vrai pour la plupart des grandes innovations associées au numérique. Les États-Unis aiment raconter ce mythe de la start-up, mais en fait, au fond, ils savent très bien qu'il faut mettre l'argent public derrière. Alors que quand on regarde ce qui se passe en Union européenne, c'est comme si l'Union européenne croyait à ce mythe et du coup avait un peu lâché l'investissement en prenant au premier degré cette mythologie-là de la start-up qui innove. Non, mais sur beaucoup de points, l'Union européenne a été plus loin dans le néolibéralisme que ces modèles qui étaient finalement Thatcher et Reagan et puis les États-Unis, le capitalisme anglo-saxon. Résultat, sans même évoquer le coût social de la mondialisation et ses conséquences sur l'emploi, sans même évoquer son coût environnemental absolument faramineux, cette réalité place de fait la France, comme une bonne partie du reste de l'Europe d'ailleurs, en situation de dépendance totale à l'international. Et loin de constituer une protection face aux grandes puissances, instaurées ou émergentes, loin d'offrir un cadre nous permettant de traiter avec elles d'égal à égal, on peut se demander si en souscrivant sans le moindre recul au mythe de la mondialisation heureuse, en abaissant toutes nos digues commerciales, l'Union européenne ne nous a pas en réalité considérablement affaiblis, avant de nous jeter, pieds et poings liés, dans la guerre commerciale qui se jouait sous nos yeux et sur laquelle nos dirigeants se voilaient la face, puisque le libre-échange ne pouvait être que synonyme d'abondance, de coopération et d'amour entre les peuples. And our ambition is an unstoppable titan. We've preserved peace for half a century and become more than allies, a family. Fini les bisounours, les Européens s'affichent en guerriers économiques. Promis, juré, les dirigeants européens ne seront plus naïfs face à la compétition économique mondiale. Le doux commerce, c'est terminé, place à l'affrontement économique. Ce sont, du moins, les promesses post-Covid des membres de la Commission von der Leyen. On pense toujours que faire des accords commerciaux, c'est être naïf. Et moi, j'ai souvent vu caractériser le fait que l'Union européenne signait des accords commerciaux avec des partenaires comme étant un signe de naïveté. Mais en fait, pas du tout. Au contraire, c'est avec ces accords commerciaux, on essaye d'encadrer la relation commerciale entre les différents blocs et on essaye d'ajouter des règles et de faire valoir les règles européennes. La Chine est-elle en train de copier nos avions, nos voitures, nos trains, en volant méthodiquement nos secrets de fabrication? Un gigantesque pillage de technologie, c'est l'accusation formulée directement par le président américain. Il y a un incroyable vol de propriété intellectuelle. Ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars. Transférer son savoir-faire aux Chinois, c'est un passage obligé pour toutes les entreprises étrangères qui veulent conquérir ce gigantesque marché de plus d'1,3 milliard d'habitants. Exemple de grands groupes européens qui ont ouvert des usines en Chine, Airbus, EDF, PSA, Suez ou Renault. À chaque fois, c'est la loi, ils ont dû s'associer à une entreprise locale qui a donc accès à ses brevets, ses méthodes de fabrication. Problème, avec ce savoir-faire, les entreprises chinoises peuvent désormais tout faire elles-mêmes, jusqu'à dépasser leurs concurrents en innovant. À Pékin, il y a plus de 80 universités et un nombre incalculable d'écoles qui forment des professionnels de la high-tech. Environ 1 million de diplômés en sortent chaque année. Le problème, c'est que non seulement rien ne s'est passé comme prévu, non seulement ce qui devait nous assurer bonheur et prospérité nous a en réalité relégués au rang de puissance de seconde zone, ne profitant réellement qu'à une infime fraction de la population concentrée dans quelques grands centres d'affaires, mais encore sommes-nous devenus beaucoup plus tributaires d'événements échappant totalement à notre emprise. Et c'est là que l'on revient à notre cargo bouchant le canal de Suez. Car au regard de tout ce que nous avons vu ici, cet événement doit en réalité sonner comme un avertissement. Un avertissement face à un système commercial qui, en se mondialisant, en se complexifiant, est devenu beaucoup trop fragile, beaucoup trop sensible au moindre choc, sans que l'on puisse ni en anticiper les conséquences, ni encore moins s'en prémunir.
Et si aujourd'hui la France continue sur cette voie, sans tirer aucun bilan critique de la mondialisation, sans reprendre le contrôle sur sa production, sans soutenir la relocalisation d'une partie importante de l'activité nécessaire à son fonctionnement, alors non seulement nous risquons de perdre définitivement notre place dans le concert des nations, mais encore nous exposons-nous à ce que la situation devienne de plus en plus instable, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec des risques récurrents de pénurie sur des biens de consommation courante essentiels à la vie. Un enjeu donc absolument crucial pour les années à venir, et dont le fait qu'il soit aujourd'hui quasi absent du débat politico-médiatique en dit long sur le niveau de déconnexion de nos élites dirigeantes. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. De notre côté, il nous a paru intéressant d'aller un peu au fond des choses sur ce sujet, là où la plupart des médias l'ont évoqué comme un banal fait divers, comme souvent, sans chercher à comprendre ce qu'il révélait de notre monde. C'est oublier que souvent, les faits ne prennent leur véritable sens que comme faisant partie d'un tout, et que comprendre les faits, c'est aussi, et avant tout, comprendre les grands processus dans lesquels ils s'inscrivent, à l'opposé d'une vision de l'information qui se contente de commenter les dernières polémiques artificiellement gonflées sur les réseaux sociaux par une poignée d'individus plus attachés à leurs privilèges et à leur nombril qu'au bien commun. Alors si vous partagez notre vision, n'hésitez pas à faire connaître notre travail et à contribuer ainsi à mettre sur la table les enjeux réellement importants. Si vous pensez que notre travail en vaut la peine, et bien sûr si vous en avez les moyens, il vous est possible de le financer et de contribuer au développement de notre média. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur notre page Tipeee, dont le lien est en description de la vidéo. Si le fil d'actu est aujourd'hui 100% indépendant, totalement libre du choix de ses sujets et de la manière de les traiter, c'est parce qu'il est totalement financé par son public, par vous, les tipeurs, qui rendez l'aventure possible. Donc on vous en remercie, tous et chacun d'entre vous, très chaleureusement, de contribuer ainsi à la vie de la chaîne. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des tipeurs. Le lien est sous la vidéo, il vous suffit de cliquer et de vous laisser guider. On vous dit d'avance merci et bienvenue. Pour le reste, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram notamment. Ainsi, vous serez sûr de ne rater aucune nouvelle de nos publications. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça génère du débat, donc de la discussion constructive, et cela améliore le référencement et la visibilité de la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.